Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Et au sommaire de l'actualité, cette séance plénière qui s'est tenue ce matin au conseil départemental. Et pour en parler avec nous, la rédaction accueille Askandari Alaoui, porte-parole de l'intersyndicale du conseil départemental, également directeur du syndicat CFE-CGC. Bonsoir. Bonsoir. Alors sur les 14 rapports présentés ce matin, il y en a un en particulier qui a suscité de très vives réactions, notamment celui portant sur la réorganisation des services. Une réorganisation qui était attendue, très attendue. Alors pourquoi a-t-elle provoqué autant d'agitation? On en parle tout à l'heure avec vous, Askandari. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, il sera question de cette mission d'inspection des services, mission d'inspection générale des services de la police nationale. Alors après plus d'une semaine passée ici à Mayotte, celle-ci a pu se rendre compte de la situation sur le 101e département où l'insécurité, on peut le dire, est un véritable fléau. Alors quelle suite sera donnée à cette visite? On en parle également avec vous tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 7 mars. Une séance plénière extraordinaire a été organisée ce matin par les élus du département. Une séance ô combien importante puisqu'elle concernait notamment la réorganisation des services de l'institution ainsi que la révision des taux d'octroi de mer. Si cette dernière était désirée de tous, la nouvelle réorganisation fait déjà du bruit. Explication. C'est un triste terme qui a fait la une de l'actualité dernièrement. Un professeur âgé de 48 ans a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Magicavo pour atteinte sexuelle. Mais dans quelle mesure emploie-t-on ce qualificatif? Nous avons souhaité évoquer les différents délits sexuels qui alimentent trop souvent les faits divers. Ce week-end se tenait un nouveau carnaval dans la commune de Tsingoni. La saison bat son plein avec cette fois un défilé placé sous le signe de la société d'antan. Entre costumes traditionnels et bonne humeur, reportage au cœur d'une deuxième édition réussie. Une séance plénière réunissant les élus départementaux de Mayotte s'est tenue ce matin à l'hémicycle Younoussa Bamana. À l'ordre du jour, 14 rapports, dont celui portant sur la réorganisation des services. Un rapport qui a suscité de nombreuses réactions du côté des élus. Celui portant sur la modification des taux d'octroi de mer a pour sa part reçu un tout autre accueil puisqu'il a été accepté à l'unanimité. Les explications d'Adèle Laurent. Une baisse des taux d'octroi de mer très attendue après 4 mois de discussions parfois houleuses entre les élus et les acteurs économiques. Les taux ont en effet été revus concernant les secteurs de la petite enfance, des énergies renouvelables, des produits pharmaceutiques et du bâtiment. Ainsi, les taux d'octroi de mer relatifs au sable, gravier, parpaing ou béton diminueront de 30 à 5%. Du côté des produits pharmaceutiques, les taux passeront entre autres pour les médicaments remboursés de 10 à 5% et pour les préservatifs de 30 à 5%. Des baisses considérables qui démontrent une prise de conscience du conseil départemental, mais qui, pour certains, arrivent un peu tard. Je crois qu'il y a une chose qui est rompue définitivement, c'est la confiance. La confiance que les acteurs économiques avaient auprès de cet exécutif. Je crois que mettre 4 mois pour résoudre une problématique aussi évidente que baisser les prix d'éléments aussi indispensables que dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine d'exploitation de carrière montre bien tout simplement qu'il y a une rupture de dialogue qui s'est installée aujourd'hui entre le conseil départemental et les acteurs économiques et que cela, il va falloir beaucoup de travail pour rattraper ces 4 mois d'échanges difficiles. Une perte de confiance comme dommage collatéral à ces échanges difficiles, mais ceux-ci ont tout de même abouti à une baisse du taux d'octroi de mer qui induira une baisse des prix pour les consommateurs. Pour Ahmed Atoumani Douchina, une attention toute particulière doit être exercée par l'État au niveau de l'application de cette baisse des prix. Comme j'ai l'expérience, puisque j'ai été président du Conseil général de 2008 à 2011, une amère expérience d'avoir causé un manque à gagner de 4 millions d'euros à la collectivité pour faire baisser le coût de certains produits, une quarantaine de familles de produits, alors que juste après avoir pris la décision de faire baisser les coûts, on a constaté dans les magasins que ça a augmenté. Et il faut qu'au niveau de l'État, il y ait un contrôle assez efficace pour contrôler l'impact
de nos mesures sur les consommateurs. Une révision nécessaire qui limitera les impacts de cette révision des taux d'octroi de mer sur la vie des Mahorais, mais également sur les acteurs économiques de l'île. Un des 14 rapports examinés ce matin et qui a suscité de vives réactions est celui concernant la réorganisation générale des services du conseil départemental. Le président Soaba Adine veut par cette réorganisation baisser la masse salariale et augmenter l'efficacité de l'administration. 72 postes de direction seront donc supprimés au 1er mai. Mais dans le même temps, 107 postes, dont 72 postes de chargés de mission, seront créés. Le groupe des syndicalistes et le parti de l'opposition se sont formellement opposés à cette réorganisation des services, inscrite dans le plan de mandature. C'est un passage en force qu'a fait le président contre l'avis des agents. Je suis convaincu qu'il va y avoir des recrutements nouveaux, plus les anciens qui resteront là, ça va conduire tout simplement à l'augmentation de la masse salariale. L'efficacité du conseil départemental va se voir réduite avec une lourdeur administrative plus importante et un ralentissement de notre capacité à répondre auprès de la population. J'espère que nous n'allons pas nous retrouver dans la même situation qu'avec l'octroi de mer, c'est-à-dire mise en place d'un octroi de mer, révision après 4 mois d'errance. Une réorganisation qui part de la volonté du président Soaba Adine d'aller au bout de l'évolution institutionnelle de Mayotte afin de recentrer les actions du conseil départemental sur les missions essentielles traduites par ce nouvel organigramme. Reste à espérer que cette fois, le conseil départemental ait anticipé les conséquences de cette mesure. Alors Askandari Alaoui est avec nous, vous êtes le porte-parole de l'intersyndical du conseil départemental, on l'a dit tout à l'heure. Alors vous, si vous êtes là ce soir, c'est concernant ce rapport sur la réorganisation des services. En effet. Alors vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été décidé aujourd'hui? Alors, je ne peux pas dire qu'on n'est pas d'accord, je dirais tout simplement que le CT a donné un avis défavorable à ce projet de réorganisation des services et je suis là pour en décliner les motifs. Qui sont? Voilà. Et en fait, le fait d'avoir mélangé l'organigramme avec le projet de création de postes, c'est surtout cela que nous rejetons. Mais aussi, de manière plus générale, c'est un rejet d'un certain nombre de pratiques que nous effectuons parce qu'il y a manifestement un mépris des partenaires, il y a un mépris du dialogue social. Je donne deux exemples pour illustrer cela. Le comité technique, qui est une instance légale, l'administration s'en sert juste pour la forme, en fait. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, la preuve, c'est que si vous lisez les rapports, le rapport parle de CT qui a eu lieu le 2. Il n'y a jamais eu de CT le 2. Le CT a eu lieu le 3. Voilà. Pour vous dire que la programmation a été faite sans tenir compte de ce qui allait sortir de CT. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, c'est que, et là, je vais revenir à un propos du président du conseil départemental qui estime que ce rejet par les représentants des salariés est motivé par des intérêts privés. Voyez-vous, en soutenant qu'il se trouve qu'il y a des membres du CT qui n'ont pas eu leur compte dans ce projet d'organigramme. Il l'a dit ouvertement. Et donc, question à se poser. Alors, est-ce que il y a un gâteau qui a été partagé et qui est déjà partagé et auquel cas, certains membres du CT n'auraient pas eu leur dû? Clairement, vous remettez en cause la manière dont cela a été fait. On parlait également à un moment donné de jury qui avait été évoqué. Est-ce que vous avez eu part de ce qui a été fait en cette matière? J'ai l'ensemble de documents qui ont été produits par rapport à cela. D'ailleurs, le rapport qu'on a communiqué fait même mention de documents qui ont été communiqués à côté des rapports. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le comité, en tout cas
les représentants du personnel n'étaient pas contre la structure de l'organigramme en lui-même. Quand bien même, il y a 2 services qui sont rattachés à la présidence qui viennent se rajouter au cabinet. Donc, il risque d'avoir 3 services satellites autour de la présidence. Donc, il risque de se développer une sorte de cour présidentielle comme cour royale. Et là, il y a un réel souci par rapport à la carrière, par rapport aux notations des agents, par rapport à l'évolution des carrières et tout cela. Qu'est-ce que vous demandez très exactement aujourd'hui, Eskandari? Alors, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait, et là, surtout par rapport à la création, suppression des postes, qu'il y ait de la lisibilité sur les choses. Cela fait un bon moment que l'opacité est érigée en culte au sein de l'administration du conseil départemental. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on supprime 75 postes pour en créer 107, tous de cadre A, et que l'incidence budgétaire soit négative? Vous voyez, donc, outre cette opacité, il y a des questions de défaut de logique. Ça aussi. Et puis, au sein de l'administration du conseil départemental, les productions des réunions de CT sont quasi systématiquement falsifiées. C'est ce qui avait causé le retrait d'une délibération sur les créations-suppressions de postes au mois de janvier. C'est ce qui va se passer avec la délibération sur les suppressions de postes qui y a eu lieu le 4 février. Cette délibération indique que ce document a été passé en CT du 22 juillet 2015. C'est faux et archi faux. Et je finis sur ce point. La même chose, cette délibération-là risque d'être retirée ou annulée tout simplement par les irrégularités qui la caractérisent. Merci beaucoup Eskandari pour ces précisions. Et on continue avec une autre information. Réclamée de longue date, la mission d'inspection générale des services de la police nationale était à Mayotte durant plus d'une semaine. Et face à une insécurité galopante et devenue invivable pour la population, les membres de la mission ont ainsi pu être confrontés aux réalités du terrain. Ils ont notamment rencontré les professionnels et les différents syndicats. D'ici la fin du mois, un rapport sera transmis au ministre de l'Intérieur. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci et Leslie Limné. Pour véritablement lutter efficacement contre l'insécurité, la mission envoyée par le ministre de l'Intérieur semblait indispensable. Une mission attendue de longue date par les différents syndicats de police. Nous étions à l'origine quelque part de leur arrivée à Mayotte, car au départ en juillet, nous avons saisi nos parlementaires qui ont nommé comme porte-parole le député Aboubacar, qui a pu bien entendu saisir nos ministres, qui fait qu'ils sont venus à Mayotte pour justement ce problème beaucoup plus épineux concernant la sécurité des Mahorais. Avec toute la problématique de la délinquance qui touche actuellement Mayotte. Et il était temps qu'ils viennent évaluer, il était temps qu'ils viennent rencontrer la hiérarchie policière ainsi que les partenaires sociaux. Seul bémol, les différents syndicats n'étaient pas unis sous une même bannière. En effet, les dissensions au sein du commissariat ont donné lieu à 2 rencontres. Une intersyndicale composée de l'UNSA, la SGP et Alliance a été précédée par une rencontre des membres de Synergie officiers, emmené par son secrétaire départemental, le capitaine Chamassi. Nous estimons que l'impact y est toujours. Vous savez, on a plusieurs syndicats au niveau de la police nationale. C'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Chaque syndicat a sa façon de voir les choses. Mais je pense que la seule chose qui différencie, si je peux dire ainsi, ce n'est pas le problème sécuritaire. C'est uniquement le problème interne au niveau du commissariat. Comme vous savez très bien, il y a certains qui se sentent beaucoup plus privilégiés que d'autres. C'est tout à fait normal qu'il y ait, si vous voulez, une espèce que certains prennent parti à d'autres. Donc c'est le problème de dysfonction qui ont fait que on n'a pas pu aller ensemble, mais à mon avis, au niveau sécuritaire, ce n'était pas un problème. Nous sommes tous de même avis qu'il y a un problème énorme au niveau de la sécurité à Mayotte. En effet, en ce qui concerne la sécurité, ou plus exactement l'insécurité, les avis semblent se rejoindre.
L'inspection était très très à l'écoute. Ils ont fait le terrain, ils ont accompagné des collègues sur le terrain, ils ont vu vraiment la réalité des choses, ils ont vu que vraiment on n'est pas assez nombreux et qu'on réclame encore une fois des renforts, on a besoin aussi les créations de certains services qu'on n'a pas à Mayotte, genre la CDI, la canine, le GSP, le groupe de sécurité et de proximité. C'était vraiment très intéressant, c'était très enrichissant. Enrichissant et intéressant, même si ce sont les solutions qui sont désormais vivement attendues. Les propositions qu'on a fait pour nous, c'est de pouvoir prendre en compte de l'existant. Vous savez, bien entendu, comme on l'a dit, parmi nos propositions, Mayotte mériterait d'être classée en zone donc prioritaire au niveau de la sécurité. Mais en ce qui nous concerne pour nous, c'est déjà prendre en compte ce qui est l'existant, tel que renforcement absolu des effectifs de la justice, de la gendarmerie et de la police nationale. Avoir des moyens adaptés pour faire face. Vous savez, on est toujours confronté à ce problème lié à la population officielle et la population non officielle. C'est ça le vrai souci. Donc nous espérions que leur arrivée permettra de voir la réalité. Ils étaient sur le terrain, ce sont des experts, nous leur faisons confiance et nous savons que pertinemment ces diagnostics en tout cas apportera quelque chose de positif pour Mayotte. Quelque chose de positif et de véritables moyens tant techniques qu'humains pour faire face à l'insécurité. Voilà bien ce que tout le monde demande. Alors Pierre, on l'a vu, la mission est venue, elle est repartie. Est-ce que ça changera vraiment quelque chose ici à Mayotte en matière d'insécurité? C'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Si on en croit les propos du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, oui, puisqu'il avait annoncé qu'il suivrait toutes les recommandations qui seraient faites justement dans ce rapport de la mission envoyée à Mayotte. Donc effectivement, c'est un grand espoir devant nous. Au 30 mars, donc dans quelques semaines, dans moins d'un mois, le rapport va être rendu au ministre de l'Intérieur, il va l'examiner. Logiquement, il est censé prendre donc toutes les mesures. Et on sait qu'ils ont rencontré beaucoup de gens ici, beaucoup de professionnels. Alors effectivement, la préfecture, ils ont rencontré aussi les syndicats de police, les professionnels, les directions aussi. Voilà, donc ils ont fait vraiment un rapport, une enquête de terrain où ils ont pu aussi aller sur le terrain d'ailleurs, donc se rendre compte. Donc c'est vraiment un grand espoir parce qu'on peut se dire que là logiquement, les choses vont vraiment bouger. Et on le sait, aujourd'hui, l'insécurité, c'est quand même le problème numéro 1 à Mayotte. Vous enlevez cette insécurité, vous enlevez ces barreaux aux fenêtres, vous permettez aux gens de vivre librement, de pouvoir sortir le soir en toute sécurité. C'est une autre île et en termes de développement, Mayotte, ça serait tout autre chose. Aujourd'hui, effectivement, c'est un très grand frein et là on a justement un espoir devant nous puisque si les recommandations sont en adéquation avec ce qui se passe réellement et avec les moyens et les besoins qui sont ici, on peut espérer de grandes choses. Alors justement, on a souvent dit qu'on n'avait pas les moyens justement de lutter contre cette insécurité. Est-ce que là justement ça sera l'occasion d'y réfléchir et de mettre les moyens? Écoutez, ils l'ont dit dans le reportage, les policiers le disent, tous les professionnels le disent. Lorsque la préfecture voulait nous faire croire s'il y a suffisamment de moyens, non, il n'y a pas suffisamment de moyens, tant techniques qu'humains. Il n'y a pas suffisamment de matériel, il n'y a pas suffisamment d'hommes sur les terrains et on l'a vu à de nombreuses reprises, sur de nombreuses interventions où ça explosait un peu partout à Mayotte et forcément on voyait que c'était très difficile. La capitaine Chamassi en a fait les frais il y a quelques semaines, on s'en souvient, à Tsunzu, où il avait dû faire usage de son arme. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'effectivement, tout le monde dit qu'aujourd'hui il y a un manque de moyens. Donc là, logiquement, il devrait y avoir des vraies réponses, des vraies solutions et de vrais moyens qui sont mis dans les prochaines semaines. Maintenant, la grande question, elle se pose sur est-ce que tout ça sera suivi? Est-ce qu'effectivement, ça a été bien fait? Est-ce que ça n'a pas été un peu orienté, tout ça? On sait qu'ils ont rencontré la préfecture. Est-ce qu'on n'a pas voulu leur cacher des choses? C'est ça, en fait, finalement, qui va, j'allais dire, le point d'orgue de ce rapport. C'est est-ce que vraiment, ils ont vu la réalité? Est-ce que vraiment, ils vont prendre en considération cette réalité? Et est-ce que ça va avoir un impact? En tout cas, on peut l'espérer et c'était quand même l'objectif. Donc vraiment là, je pense qu'il faut être positif et se dire que oui, là en l'occurrence, on a quelque chose qui va faire avancer Mayotte et qui va permettre à ce que cette insécurité qui est permanente et qui est partout cesse enfin dans les prochains mois et années à venir en tout cas. En tout cas, on attend de voir ce que donnera ce rapport. On suivra très près, oui.
Et on continue, viol, abus sexuels, agressions sexuelles, mais aussi atteintes sexuelles. Tous ces délits sont fréquemment commis en France et notamment à Mayotte. À l'occasion d'une affaire mêlant un professeur et une jeune fille de 14 ans, nous avons souhaité différencier ces différents actes pénalement condamnables, une manière de mettre en lumière la gravité de ces faits divers qui alimentent tristement l'actualité. Un sujet signé Pierre Bellucci et Adèle Laurent. La complexité du code pénal implique que de nombreux citoyens ignorent la qualification de certains actes délictueux. Ainsi, un homme de 48 ans, professeur de français dans un collège local, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Magicavo pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Ce dernier aurait eu une relation régulière avec une jeune fille âgée à l'époque de 14 ans. Mais qu'est-ce qu'une atteinte sexuelle ? Alors, l'atteinte sexuelle, elle est prévue par l'article 227-25 du Code pénal qui nous dit « Le fait par un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace, ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. » En fait, la loi a posé comme présomption qu'un mineur de moins de 15 ans n'est pas consentant. Ne peut pas être consentant parce qu'il y a certaines choses de la vie qu'il ne comprend pas. Ouais. Donc, à partir du moment où un majeur va avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, même si ce mineur est d'accord avec ces relations, la loi considère que c'est une infraction. C'est ça l'atteinte sexuelle. Une infraction condamnable pénalement, mais différente du viol ou de l'agression sexuelle du fait du consentement. Seul l'âge semble finalement poser problème. On n'est pas dans le viol ni dans l'agression sexuelle où pour ces deux infractions, il n'y a pas de consentement de la victime. Parce que même si la gamine, elle dit qu'elle est d'accord, la loi dit le contraire. Elle dit une jeune fille de moins de 15 ans ne peut pas être consentante à des relations sexuelles avec un majeur. En effet, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans en France. Et en ce qui concerne les personnes interrogées, les avis divergent quant à la gravité des atteintes sexuelles. Même s'il n'avait pas le droit, mais le fait est que l'enfant a accepté, donc ça change tout le don. Pour dire viol, faut dire quand on dit de viol, c'est quand on dit la violence, c'est-à-dire sans consentement. Mais là, on peut dire que c'est une atteinte. Ouais. Même si la fille de 14 ans, elle était consentante, je pense que c'est pas non plus... on va dire une bonne idée que ça s'est passé parce que le mec quand même 48 ans, c'est pas normal qu'il couche avec une fille de 14 ans. Moi si c'était ma soeur personnellement, moi je pense que j'aurais défoncé le mec. De mon côté c'est un peu dégueulasse parce qu'un professeur n'a pas le droit de coucher avec son élève. Qu'elle soit consentante ou pas, c'est quand même un abus de son pouvoir puisqu'il a 48 ans dans la quarantaine et la petite elle n'a même pas 15 ans. Si elle avait 18 ans on aurait compris, elle est majeure et vaccinée. Mais là c'est encore une enfant, c'est pire. Parce que même le professeur ne voudra pas qu'un autre professeur fasse ça à son enfant. Donc qu'il reste en prison et qu'il y pourrisse. Quel que soit l'avis des uns ou des autres, la loi est très claire. Elle punit les relations sexuelles consenties avec un mineur de moins de 15 ans et peut mener jusqu'à la prison comme c'est le cas pour ce professeur. Et ce dimanche, les villageois de Kombani organisaient une grande prière collective afin d'annoncer l'un des événements religieux les plus importants à Mayotte. Dans quelques semaines, en effet, les Majlis du mois de Rajab se tiendront. De nombreux savants du monde entier viennent ainsi à Mayotte pour commémorer la mémoire du prophète Mohammed. Dimanche, les 11 madrassas de Kombani se sont divisés en plusieurs groupes sillonnant le village pour ensuite se rejoindre à la place de la mosquée du vendredi et terminer enfin par une prière géante. Un reportage à Kilesouf et Leslie Vimné. Les Fondis lisent le Toïba Lasmaou tandis que les élèves reprennent l'invocation en chœur. Ce groupe de l'une des 11 écoles coraniques du village est en charge de la lecture des prières près de leur chioni. Le 15 août, kila mwa sufanya karsifanya awal muharramu au karna shabu na menu sufanya karna majlisi sufanya dua ina zinza dago mwezi mgar hifadhi na ba na maondo na shari tarshid fanye mashughuli yetu yao maana rafana meni rafama na zeni ilwa waringe mazevu waringe wazee wajue waendelea wafentongo inu nekalo karshinda muniri somo na mafunzo toshkombani amba koroneseza la kuna na wao raifanya shtunde maana radzia le ursawa na zunde rwazeze wajaze shtunde ufanye.
Tous les élèves des différentes écoles coraniques sont partis de la mosquée du vendredi. Après avoir sillonné tout le village en priant, les différents groupes se sont rejoints sur le parking de la mosquée afin de terminer par une prière collective avec les mamans. Comme chaque année, à l'approche du mois de Rajab, les Mahorais organisent des majlis dans toute l'île pour commémorer ce mois saint. À cette occasion, de nombreux savants de l'islam se déplacent pour rencontrer les musulmans de Mayotte, lire le Coran et se rappeler la vie sur terre du prophète Mahomet. Mabole ya Maore rijaindia ringi haruma dua Mwenyezi Mungu awasuluhishe salama salimina na watu wafanya utongozi Mwenyezi Mungu awasuluhishe salimina na wajeni wajao rekeshtushi moja rifanye zihazi tazikome inshallah wangenzi anuende zao inshallah mara kufanya madhumuni leo ya dua yenu rayomba leo bana inshallah risike Muhammad sallallahu alaihi wasallam risike meonomili ili Maore iregehelia kama na Maore ni karuma dua abasa ijajeledzewa tongozinu pia subira udelekansi natini hapoko wanadamu kawasidunga zifikira za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. L'association Moutaka Nour, en collaboration avec toutes les écoles coraniques de l'île, organise dans chaque village une tournée des rencontres de ces savants venus d'Inde, d'Afrique, de la Réunion ou encore des Comores. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 7 mars. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le député Bouanali Saïd Toumbou est devenu en peu de temps l'un des élus mahorais les plus remarqués en métropole. Pourtant, les raisons de cette célébrité sont loin d'être flatteuses. En effet, après avoir été récemment condamné pour conduite en état d'ivresse, le parlementaire se retrouve de nouveau sous les feux de la rampe, victime de l'indélicatesse de l'une de ses attachées parlementaires. Fatoumata Koïta est une jeune femme de 32 ans, conseillère départementale et maire adjointe chargée de l'enfance de la ville d'Evry dans l'Essonne. Cette proche du Premier ministre Manuel Valls avait été recommandée au député Bouanali Saïd, qui l'avait alors recrutée en tant qu'assistante parlementaire en 2013. Or, en fin de semaine dernière, le site Mediapart révélait que cette dernière est soupçonnée d'avoir usurpé les cartes bancaires et un chéquier appartenant au parlementaire mahorais. Plusieurs dizaines de milliers d'euros auraient ainsi servi à financer son train de vie. Les sommes auraient été prélevées directement sur le compte personnel, mais également sur les fonds publics alloués par l'Assemblée nationale à l'homme politique mahorais. Selon Bouanali Saïd, une procédure de licenciement aurait été engagée, tandis que l'enquête suit son cours. Le feuilleton MCG versus Smart semble loin de son dénouement. Le conflit s'éternise et chaque jour de nouveaux rebondissements tiennent la presse en haleine. Ainsi, la Smart est aujourd'hui en très grande difficulté et ses salariés pourraient bien se retrouver à Pôle emploi très prochainement. L'accord de sortie de crise, matérialisé par une convention négociée le 23 décembre dernier, est en effet balayé par le gestionnaire du port, laissant sur le bord de la route des agents manutentionnaires sans activité depuis le mois de janvier. À ce titre et tout en s'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes, le député Ibrahim Aboubacar publie une tribune libre à l'encontre des élus, mais également du délégataire du port MCG. Retraçant l'historique de la délégation de services publics à une entreprise privée, le parlementaire pointe du doigt la responsabilité, voire l'irresponsabilité des élus, qui plutôt que de transformer Longoni en grand port maritime comme l'ont fait les autres DOM, ont préféré en céder la gestion à un opérateur économique privé. Risque de trafic d'influence, abus de position dominante, prise illégale d'intérêt. Ibrahim Aboubacar liste les unes après les autres les dérives possibles d'un système qui, sans être illégal, n'en est pas moins sulfureux. Abdullah Ariti, l'un des leaders du parti Les Républicains et candidat malheureux à la fonction de président de la fédération locale, avait été condamné il y a quelques semaines à 1 an de prison ferme. La justice lui reprochait en effet d'avoir séquestré dans le coffre de sa voiture un mineur qu'il soupçonnait de cambriolage. Le politicien avait alors interjeté appel. Le verdict de deuxième instance a été rendu en fin de semaine dernière. Ariti Abdullah a vu sa peine commuée en sursis simple et ne sera donc pas incarcéré au centre pénitentiaire de Magicavo. S'il se dit satisfait, l'homme politique déplore cependant de ne pas avoir été totalement blanchi. Des accusations portées à son encontre.
Et enfin, l'association Nour l'Absoir, basée à Tingoni, a organisé ce week-end le carnaval des cocos, et ce pour la 2e année consécutive. L'occasion pour ces personnes âgées de rompre avec leur quotidien et de se retrouver ensemble le temps d'un défilé. Elles étaient une trentaine ce dimanche en fin de journée à chanter et à danser pour célébrer l'événement. Nous vous proposons donc le temps d'un reportage de vivre ou revivre ce carnaval empreint de joie et de bonne humeur. Un sujet signé Shakila Essouf et Leslie Himné. Chapeau en feuille de coco, jupe, haut, parfois en gouni. Tous les éléments sont réunis pour illustrer comment nos mamies et papis s'habillaient avant. Et ça, pour Mouni Mariama, c'est le plus important. Un moyen aussi pour ces cocos de faire une activité ensemble en rompant avec l'isolement quotidien, accompagné du rythme des tambours traditionnels sous le regard et les applaudissements ébahis des autres villageois. watu waberai mindu babo ya ngiaela debora kamwe namna ino fanya siforo namna ino rahi ya nyongwa imisi. L'association Nour l'Absoir de Tingoni souhaite à travers ce défilé permettre aux personnes âgées de renouer avec la société en faisant découvrir aux générations du futur les coutumes et la vie de leur époque, une manière de faire perdurer leur mémoire et d'éviter qu'elles ne tombent dans l'oubli. Cette action, c'est une action qui est menée depuis 2 ans. L'objectif, c'est favoriser les personnes âgées, les faire sortir de leur domicile parce qu'on a constaté qu'ils sont chez eux, ils ne sortent pas. Donc c'est une opportunité de les faire découvrir beaucoup de choses. Comme vous voyez, là vous avez trouvé les gounis, il y a aussi les feuilles de coco, il y a aussi les tenues déchirées. On a voulu vraiment mettre en avant les choses d'avant parce que les jeunes d'aujourd'hui ils ont tendance à oublier, ils ne savent pas. Donc c'est une occasion de leur faire découvrir aussi nos cultures, nos religions. Mais le problème c'est que la plupart des cocos ils sont diabètes, ils prennent des médicaments. Donc le fait de faire une action en marchant comme ça, il y en a pas mal qui n'arrivent pas à marcher. Mais elles ont fait quand même beaucoup d'efforts. Hein. Mais au total, on est à 150 adhérentes. Le départ du défilé du carnaval des cocos est parti de la MJC de Kombani à Mroualé. Aucune des 30 mamies n'ont abandonné le cortège qui était suivi par les enfants du village. Et pour la 2e année consécutive, ce carnaval riche en émotions restera gravé dans leur mémoire et celle des villageois. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée à 21h sur KTV et à retrouver également sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Saïd Hamada. Il était ce matin au micro de Patrick Mian et à 20h. Ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Bonne suite des programmes à vous sur KTV.